Député de Ahuntsic. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, c'est une grande joie pour moi aujourd'hui de présenter ce projet de loi C-612, loi modifiant le Code criminel, traite des personnes. Un projet de loi qui, depuis, je vous dirais, plus d'un an qu'on travaille là-dessus. Plusieurs groupes de femmes ont été consultés, des groupes de victimes. Nous avons aussi consulté certains corps de police et même le barreau du Québec. Donc, avant de vous présenter rapidement le projet de loi, j'aimerais faire un rapide portrait de la traite des personnes et vous donner quelques informations, notamment statistiques. Selon l'ONU-DC, des chiffres de 2009, 79% des personnes victimes de la traite dans le monde le sont à des fins de prostitution. Selon l'Organisation internationale du travail, des chiffres de 2005, 80% des victimes de la traite sont des femmes et des enfants, particulièrement des fillettes, et entre 40 et 50% du total des victimes sont des enfants, comme je vous l'ai dit. Les femmes et les filles représentaient 98% des personnes victimes d'exploitation sexuelle. Donc la violence qui est faite dans ce genre de trafic touche majoritairement, bien sûr, des femmes. Toujours selon l'ONU-DC, des chiffres de 2007, on estime à 32 milliards de dollars par année les fruits de cette criminalité-là. C'est estimé au troisième commerce criminel après la drogue et le trafic d'armes. Certaines recherches estiment que c'est le deuxième en importance. Donc c'est un commerce qui est dominé par les groupes criminels et les trafiquants sont difficiles à appréhender, ils sont extrêmement dangereux et violents. Bien sûr, les victimes sont contraintes au silence et on le comprend bien. Le portrait de la situation au Canada, on estime que le Canada est un pays de recrutement, de destination, de transit, surtout vers les États-Unis. Et aussi, le Canada est malheureusement un lieu de tourisme sexuel. Contrairement à ce qu'on pourrait le penser, ce n'est pas juste en Thaïlande, ce genre de choses-là. Le rapport de 2001 du Service canadien de renseignement criminel fait état qu'au Canada, l'âge moyen d'entrée dans la prostitution est 14 ans. Le département d'État des États-Unis, des chiffres de 2004, estime que de 1500 à 2200 personnes seraient victimes de traite du Canada vers les États-Unis chaque année. On estime à environ 600 femmes et enfants qui entrent au Canada par le biais de trafiquants pour le service de l'industrie du sexe canadienne. Les principaux points de transit et de destination des victimes de traite interprovinciales et internationales sont notamment Montréal, Toronto, Winnipeg, Vancouver. On estime que plus de 65 000 personnes s'échangeraient de la pornographie juvénile en photos, vidéos, sur Internet au Canada. Et je vous avoue, c'est un chiffre quand même assez conservateur, si on peut dire ça. Au Québec, la Sûreté du Québec estime à 80% des clubs de danseuses nues sous leur juridiction qui appartiendraient à des groupes criminels, souvent sur des prête-noms. Donc, vous voyez, c'est quand même une industrie qui est dominée par le crime organisé et bien sûr les gangs de rue. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on peut se commander une fille comme on pourrait commander une pizza. C'est assez hallucinant. On estime à 300 mineurs dans la seule ville de Montréal, âgés de 12 à 17 ans, qui font l'objet d'exploitation sexuelle, que ce soit pour la pornographie ou la prostitution. Et dépendamment des recherches, les chiffres varient. Certaines études parlent de 800, d'autres de 488, 1500 enfants et adolescents dans la seule région de Montréal. Notre ville en importance est Québec, la ville de Québec. Donc les lieux prostitutionnels sont variés, que ce soit les bars, les clubs de danseuses, les réseaux de prostitution, les agences d'escorte, les salons de massage. Une fille peut être déplacée du Canada vers les États-Unis ou d'une province à l'autre. La majorité des réseaux de prostitution, si on parle de l'exploitation sexuelle, se trouvent dans les grandes villes comme Montréal, Québec, Toronto, Winnipeg, Ottawa, Vancouver, Niagara, Peel, etc. Alors, les filles recrutées en Atlantique peuvent se retrouver au Québec et en Ontario, ou en Alberta et en Colombie-Britannique et vice-versa, des filles de Montréal qui se retrouvent au Québec. Alors, même si ce commerce odieux est dominé par le crime organisé, on sait que les gangs de rue sont devenus les nouveaux joueurs de ce trafic-là. D'ailleurs, le SPVM a décrété que la traite humaine est
en importance est une priorité numéro 1. On estime que depuis la fin des années 90, les gangs de rue sont passés de petits recruteurs à proxénètes de haut niveau, je vous dirais. Et ils font aussi la traite interprovinciale et bien sûr aussi la traite avec les États-Unis. Leur clientèle préférée, pour ne pas faire de jeu de mots, leur cible, ce sont les filles de 11 à 25 ans. Donc ils se spécialisent dans la prostitution juvénile. Une fille peut rapporter autour de 280 800 $ par année, 20 filles 6 552 000 $ par année, 40 filles 13 104 000 $ par année. C'est un commerce qui est peu risqué, qui coûte peu et qui rapporte beaucoup d'argent. Les sentences sont négligeables. Je vous donne un exemple d'un proxénète de la région de Peel qui a exploité une fille de 15 ans pendant 2 ans. Ça lui rapportait 360 000 $ par année. Il a eu une sentence de 3 ans. Malheureusement, les filles refusent de témoigner et on le comprend, tout simplement parce qu'elles ont peur et elles sont très souvent été battues, torturées, etc. Vous comprendrez donc toute l'importance de ce projet de loi et qui vise différents points et compte tenu du temps qui m'est alloué, je vais essayer de le faire très rapidement pour mes collègues. Alors le premier point qu'on a voulu faire, c'est de préciser la définition du mot traite et aussi du mot exploitation, parce qu'il parfois il portait à confusion. Ce qu'on m'a expliqué dans le milieu policier, c'est que parfois, très souvent, dans le milieu juridique, on considère la traite comme internationale. Donc tout ce que nous avons fait à l'article 279.01.1, nous avons ajouté que ce soit dans un contexte interne ou international, recrute, transporte, etc. Donc la définition habituelle. Tout ce que nous avons fait, donc, c'était d'ajouter que ce soit dans un contexte interne ou international, pour bien faire comprendre que la traite, c'est autant interprovincial, interpays, transnational, et de la même manière d'une ville à l'autre, d'un quartier à l'autre. Nous avons aussi précisé la définition du mot exploitation, car la définition actuelle est un peu un sac fourre-tout, où on peut tout mettre là-dedans, que ce soit le travail forcé, que ce soit l'exploitation sexuelle. Donc ce que nous avons fait, nous avons ajouté une disposition qui précise et qui ajoute l'exploitation sexuelle et qui, d'une certaine manière, permet aux procureurs, aux législateurs de pouvoir bien cibler, et bien sûr la police, de pouvoir bien cibler ce genre de crime-là. Alors elle amène à fournir ou offrir de fournir des services sexuels, et là on a tout mis, et cette définition est calquée, d'une certaine manière s'inspire du protocole de Palerme et permettra au Canada de respecter sa signature. Donc par la menace, l'usage de la force, etc. Je laisse mes collègues regarder ça de près, que ce soit aussi par la tromperie, la fraude, la manipulation, l'abus d'autorité, situation de vulnérabilité. Donc vous voyez, on touche un petit peu différentes façons dont un proxénète, un trafiquant peut amener une victime à tout simplement accepter, si on peut accepter, à se faire exploiter plutôt. Donc, en modifiant cette définition, le Canada pourra donc respecter sa signature avec le protocole de Palerme. D'autre part, nous avons voulu, et en écoutant les policiers, ça ressortait beaucoup, les sentences ne sont pas assez sévères. Nous n'avons pas suivi la voie de la peine minimale parce que nous considérons que le juge doit pouvoir avoir toute la latitude possible de poser sa sentence, mais nous avons choisi la voie de la peine consécutive. Donc à partir du moment où quelqu'un est accusé de traite, de prostitution, de voies de fait graves, etc., et très souvent ce genre d'accusation-là s'accompagne de ce genre de criminalité-là, le juge, après toutes les étapes judiciaires, donc tout le plea bargaining qu'il peut avoir, pourra donc additionner les sentences qu'il portera selon les accusations qui resteront. Donc, on laisse la latitude au juge, mais en même temps, on permet d'avoir des sentences quand même un peu plus substantielles que ce qu'on voit actuellement. Et cette disposition-là va autant s'appliquer à la traite des personnes, donc à l'article 279.05, pardon, de 0,1 à 0,3, donc ça touchera la traite, mais ça pourra aussi s'appliquer à la disposition 212.1
donc le proxénétisme aussi. Par ailleurs, nous avons essayé, je vous dirais, et je pense que nous l'avons bien fait, adresser la question de la preuve. Ce que les policiers nous disaient, c'est que très souvent, il était très difficile d'avoir le témoignage d'une victime. Comme vous le savez, ces personnes-là ne veulent pas forcément témoigner à cause qu'elles ont peur. Donc, ils nous ont soumis, un petit peu comme actuellement ça existe dans le cas de l'article 212.3, d'établir un renversement de la preuve, qu'à partir du moment où les policiers pourront avoir assez de preuves, n'auraient pas forcément besoin d'une victime, donc du témoignage d'une victime, pour pouvoir poser des accusations. Donc, on a libellé ça de cette manière en s'inspirant un peu de cet article-là qui s'applique déjà pour la prostitution, au niveau de la prostitution. Donc, pour l'application du paragraphe 1, quiconque n'étant pas exploité, qui vit ou se trouve habituellement en compagnie d'une personne exploitée ou qui héberge, est présumé, sauf preuve du contraire, exploiter cette personne-là ou en faciliter son exploitation. Le but de ce point-là, qui a déjà passé le cap de la constitutionnalité en ce qui concerne les dispositions concernant le proxénétisme, quant à moi, je ne pense pas qu'on aurait un problème constitutionnel à ce niveau-là, vu que ça a déjà été testé pour la prostitution. D'ailleurs, j'ai présenté ça au barreau du Québec et je n'ai pas entendu un quelconque commentaire à ce niveau-là. Donc, on a quand même fait très attention pour pouvoir apporter ce point-là. Les groupes de victimes ont été extrêmement contentes, les groupes que j'ai rencontrés, de cette disposition-là, parce que justement, ça permet d'enlever le fardeau de cette preuve-là sur les épaules des victimes. L'autre point que je trouve très important et qui vient un peu contrecarrer ce qu'on nous rapporte sur le terrain, c'est-à-dire que c'est payant, c'est extrêmement payant, en termes monétaires bien sûr, mais aussi, bon, comme on le sait, en termes de capacité de se faire arrêter, de se faire accuser et aussi d'avoir des sentences exemplaires, mais surtout au niveau de l'argent que ça rapporte. Et en introduisant l'article 462-37-2.02, nous ajoutons dans cet article-là qui existe déjà dans le Code criminel et qui touche par exemple les infractions d'organisation criminelle passible d'un emprisonnement de 5 ans ou plus et toute infraction aux articles 5, 6, 7 ou 7 de la loi sur le règlement de certaines drogues et substances, nous avons ajouté les infractions de proxénétisme ou de traite de personnes. Donc, cet article déjà existe dans le Code criminel. Nous ne faisons qu'ajouter l'infraction de proxénétisme et de traite afin de pouvoir confisquer, à partir du moment où tu es accusé de traite de personnes, nous pourrons confisquer, ce qui ne se fait pas actuellement, les fruits de la criminalité de ces personnes-là qui, très souvent, malheureusement encore, profitent des fruits de cette criminalité-là. Donc, à partir du moment où tu es accusé et reconnu coupable, bien sûr, de traite, et à toi de nous prouver que tes millions en la banque et tes grosses maisons et tes grosses voitures ne sont pas le fruit de cette criminalité-là. Finalement, l'article 7 du Code criminel que nous avons modifié s'inspire, je vous dirais, notamment de ce que la police nous apportait, particulièrement le module exploitation sexuelle des enfants, qui nous disait que des Canadiens pouvaient aller à l'étranger et commettre des crimes reliés à la traite des personnes et revenir impunément ici et ne pas pouvoir se faire poursuivre. Donc, on m'a donné le cas de 3 Canadiens qui sont allés en Somalie ouvrir un orphelinat et où ils ont trafiqué plusieurs enfants là-bas et sont revenus impunément au Canada sans pouvoir se faire accuser de quoi que ce soit parce que malheureusement, il n'existe toujours pas cette disposition-là dans le Code qui ferait en sorte qu'un Canadien ou un résident permanent au sens de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés qui commettrait cet acte-là à l'étranger serait passible d'accusation ici, comme s'il l'avait commis au Canada. Donc voilà, c'est un projet de loi auquel nous avons beaucoup travaillé, qui a reçu l'appui de plusieurs groupes, qui a l'appui de certains corps de police qui ont été consultés là-dessus.
Je n'ai pas regardé tous les corps de police, bien sûr. Et c'est un projet de loi que j'encourage tous mes collègues à appuyer, parce que je pense que c'est un projet de loi qui va non seulement donner des outils aux policiers et aux procureurs pour faire bien leur travail, mais qui va donner justice à ces victimes-là qui n'auront plus à porter cette cause-là devant les tribunaux. Elles pourront être mieux défendues et finalement permettre que nous pouvons confisquer les biens de... Questions and comments.